À Londres, des bougies et des fleurs sur les sites des attentats, l'Underground Zero en écho au 11 septembre. Un dimanche de recueillement et de prière dans toutes les églises, alors que les recherches se poursuivent à 30 mètres sous terre dans des conditions difficiles pour retrouver les corps prisonniers des décombres. Et de nouveaux témoignages de rescapés, véritables miraculés du bus de la ligne 30, un bus éventré par la bombe, des témoignages qui pourraient faire progresser l'enquête. Il y a 20 ans, les services secrets français sabotaient le Rainbow Warrior qui a coulé à Auckland en Nouvelle-Zélande, provoquant la mort d'un photographe. Aujourd'hui, l'amiral Lacoste, l'ancien chef de la DGSE, affirme que François Mitterrand lui-même avait donné son accord. Le Luxembourg dit oui à la Constitution européenne. Plus de 56% des électeurs ont suivi leur Premier ministre qui avait mis sa démission en jeu. Une franche victoire pour ce référendum maintenu par Jean-Claude Juncker malgré les noms français et néerlandais. Parmi les 100 000 îles recensées dans le monde, 5 000 sont à vendre, un rêve pour milliardaires mais pas seulement. Il en existe dans toutes les mers et tous les océans et à tous les prix. Il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour trouver son coin de paradis. Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que les Londoniens vont reprendre le chemin du travail demain, la plus grande partie du métro de Londres fonctionnera, à l'exception de quelques tronçons touchés par les attentats. Retour également à la normale sur l'ensemble du réseau des bus, et en particulier sur la ligne 30, d'où nous parviennent de nouveaux témoignages, ceux de véritables miraculés qui sont sortis indemnes de l'explosion. D'autres n'ont pas eu cette chance. Claude Sampère. 3 jours après les attentats, les enquêteurs poursuivent leurs recherches avec la plus grande minutie. Ils s'intéressent tout particulièrement à la dernière explosion, celle du bus numéro 30, 1 heure après les attentats du métro. Cette explosion ne cadre pas avec les autres et un passager dans le bus avait repéré un homme au comportement suspect, très nerveux. Il agissait bizarrement, il regardait en permanence dans son sac, il fouillait dedans, il ressortait avec les mains vides et il fouillait à nouveau. Tout cela 30 secondes environ avant l'explosion. Aujourd'hui, les enquêteurs interrogent tous les rescapés du bus. Le chauffeur qui a survécu a témoigné, ainsi que plusieurs passagers qui ont échappé à la mort. 10 minutes après que le bus ait quitté la station de Euston, j'étais au téléphone avec un de mes collègues du bureau. Et soudain, il y a eu une énorme explosion, énorme. J'ai regardé en l'air, le toit du bus avait disparu. J'ai regardé devant moi, il n'y avait plus personne. J'ai regardé derrière, c'était pareil. Merci mon Dieu. D'autres passagers n'ont pas eu la même chance. Anna Rosenberg se trouvait dans le bus numéro 30. Depuis jeudi, son compagnon n'a plus de nouvelles. Elle m'a appelé de Houston. La station de métro venait de fermer, il y avait beaucoup de monde. Je lui ai conseillé de prendre le bus, ce qu'elle a fait. Elle m'a rappelé pour me dire qu'elle était dans le bus numéro 30. Qu'elle était contente, le bus était plein, elle avait même réussi à trouver une place assise. Soudain, j'ai entendu au téléphone des hurlements horribles. Et puis plus rien. Cet après-midi, les enquêteurs ont commencé à dégager les lieux de l'explosion. À travers leurs recherches, tous espèrent trouver ici des clés pour remonter jusqu'aux auteurs des attentats. Passons au dernier bilan dont nous disposons. 65 blessés sont encore hospitalisés. Le décompte des victimes reste incertain. Officiellement, toujours une 50aine de morts. Bilan qui devrait s'alourdir car d'après la presse britannique, au moins une 30aine de personnes n'ont donné aucun signe de vie depuis jeudi. Et c'est l'angoisse pour ces familles, comme celle du père de ce jeune Français de 24 ans, toujours introuvable. Son père est arrivé à Londres vendredi soir et il arpente les hôpitaux à la recherche du moindre indice. Frédéric Crotat, Mathias Second. Lors de sa première journée à Londres, Mohamed Slimane a fait le tour des hôpitaux. La dernière fois qu'il a eu son fils au téléphone, c'était la veille de l'attentat. En dépit de problèmes cardiaques, ce Lyonnais de 54 ans a tenu à faire ce voyage pour garder espoir. Je suis venu comme père et par amour de mon fils, Ihab, pour les aider à le retrouver. Je vous demande de bien vouloir comprendre le père qui n'a pas trouvé son enfant. Cet enfant, ingénieur en électronique et en informatique, était arrivé il y a 1 mois dans la capitale britannique. Il habitait ici, à Finsbury Park, en colocation avec d'autres Français et avait trouvé un travail de serveur dans un restaurant au centre de Londres. Ihab, c'est un garçon qui est très timide. Il est venu en Grande-Bretagne afin
d'apprendre cette langue. Avec force, Mohamed Slimane tient à couper court toute rumeur, associant son fils à des mouvements islamistes. J'ai toute confiance dans le comportement, dans l'éducation et dans la vie de mon fils. Je sais où il va, je sais comment il vit et je sais qui il fréquente. Un sentiment partagé par l'une des collègues serveuses d'Ihab. Il a 20 ans, il avait envie de gagner de l'argent, il avait envie de vivre, il n'avait pas envie d'aller se faire sauter la tête dans un métro à Londres. Puis je vous dis, il avait envie de voir sa mère. Vous avez encore un espoir de le retrouver vivant ou... L'espoir fait vivre, cher monsieur. Moi, je m'accroche même à un cheveu. Pour ce père de 3 enfants, les jours qui viennent risquent d'être très éprouvants. Et précisons que Scotland Yard n'avait aucune question à poser au père du jeune Français qui s'est présenté spontanément aux policiers aujourd'hui. Bien sûr, un dimanche de prière à Londres aujourd'hui, comme dans tout le pays, des bouquets de fleurs et des bougies ont été déposés sur ce que les Londoniens appellent désormais l'Underground Zero, référence aux attentats de New York, pour évoquer les sites martyrs où tant de victimes ont perdu la vie. Laurent Boussier, Dominique Marotel. Des fleurs et des larmes. Aujourd'hui encore, les Londoniens se sont recueillis autour des 4 lieux des attentats qui, jeudi, ont ensanglanté leur ville. Hommage, compassion, recherche de disparus, témoignages, tout est mêlé dans un sentiment de tristesse, mais aussi de courage. Un membre de ma famille a été blessé ici le jour des attentats. C'est une chose horrible qui s'est passée. Il n'y a rien qui prépare à ça. On n'a aucun moyen de se protéger. Ça peut arriver à n'importe qui de proche. Oh, excusez-moi. Des fidèles obligés de passer un cordon de sécurité, une église gardée par la police, étrange atmosphère aujourd'hui autour de Saint Pancras. Il faut dire que cette église est située à quelques dizaines de mètres à peine de la carcasse de l'autobus de la ligne 30, où au moins 13 personnes ont perdu la vie. Requiem pour les morts, le révérend Hawkins dédiait évidemment son office aux victimes et à leurs proches. On exprime aussi notre détermination à rester solidaires, à continuer à aimer vivre et travailler à Londres, à respecter nos traditions de culture et de liberté de croyance. Aujourd'hui, dans tous les lieux de culte en Grande-Bretagne, les prières étaient les mêmes. À Saint Pancras, sur la ligne numéro 30, elles étaient peut-être un peu plus fortes qu'ailleurs. Et les chefs des 5 grandes communautés religieuses en Grande-Bretagne ont fait une déclaration commune pour condamner les attentats de jeudi. Auparavant, ils ne s'étaient exprimés d'une seule voix que pour condamner les attentats du 11 septembre, puis pour dire leur réserve face à la guerre en Irak. Les attentats de l'ombre ont frappé, disent-ils, indistinctement des personnes de toutes les religions. Pour sa part au Vatican, le pape Benoît XVI prie pour les victimes et a appelé les terroristes à arrêter leurs actions répugnantes et odieuses. Arrêter au nom de Dieu, les exhorte-t-il devant des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. Vous le savez, un certain nombre de victimes sont toujours prisonnières de la rame du métro sur la ligne de Piccadilly à 30 mètres sous terre. La configuration du site, particulièrement confinée, étroite, profonde et instable, rend l'avancée des secours très difficile, des secours qui doivent affronter une chaleur accablante. Loïc de la Mornay. C'est pour cela que les Anglais l'appellent le tube. Le métro de Londres, le plus vieux du monde, est en partie composé de boyaux étroits à sens unique dont les wagons frôlent les parois. C'est dans cet espace confiné de la Piccadilly Line que la bombe numéro 2 a fait le plus de dégâts. Aujourd'hui, ce qui reste de la rame et de ces 6 wagons est bloqué entre les 2 stations de King's Cross et Russell Square à 30 mètres de profondeur. Les secouristes et les enquêteurs doivent parcourir plus de 500 mètres depuis la station de King's Cross pour remonter jusqu'à l'épave. Russell Square est notre site le plus problématique. Les équipes de secours continuent de travailler dans des conditions très difficiles, des heures durant. Il fait très chaud, il y a de la poussière partout et c'est dangereux. Pour l'instant, nous n'avons pu dégager et conduire à la morgue qu'une partie des corps seulement. Contrairement à ce qui serait réalisable dans le métro parisien, par exemple, où il y a 2 voies dans un même tunnel, les Londoniens, eux, ne peuvent pas accéder aux wagons par les côtés. Il n'y a que 15 cm entre les voitures et la paroi. Les équipes doivent donc progresser en remontant à l'intérieur de la rame dévastée, sous une température étouffante de 60 degrés. De plus, la voûte du tunnel a été endommagée, elle risque de s'écrouler. L'odeur est pestilentielle. Les secouristes savent qu'il reste encore une vingtaine de corps au moins à extraire.
Laurent Boussier, vous êtes en direct de Londres. Les sauveteurs progressent donc très lentement et on a le sentiment que les travaux de déblaiement vont durer plusieurs jours encore, avec pour souci de sortir les corps, mais aussi de ne pas détruire les indices. Oui, absolument, Béatrice. Vous l'avez vu, vous venez de l'entendre, la chaleur interdit pour l'instant aux enquêteurs et aux sauveteurs de s'approcher des métros où la bombe a explosé. Mais il faut savoir qu'il ne s'agit pas simplement de désincarcérer les corps. Il s'agit surtout de préserver les preuves, les indices qui pourraient amener les enquêteurs sur des pistes, ou en tout cas des débuts de pistes, ne serait-ce par exemple sur l'explosif, pour pouvoir tracer cet explosif et en retrouver l'origine, retrouver l'endroit d'où il est parti. Un mot, Laurent, sur la conférence de presse tenue par Scotland Yard cet après-midi avec l'arrestation, dit-on, de 3 hommes. Oui, absolument. L'arrestation de 3 personnes cet après-midi, enfin ce matin, pardon, à Heathrow, sans que l'on sache vraiment si l'affaire est liée avec les attentats de jeudi. Autre point intéressant de cette conférence de presse, les policiers ont laissé entendre que les auteurs de l'attentat seraient éventuellement encore en Grande-Bretagne et qu'ils pourraient éventuellement donc refrapper une nouvelle fois. Merci Laurent Boussier. Ceci précisément nous amène à l'enquête avec le démenti de cet islamiste britannique pointé du doigt par la presse comme l'auteur possible des attentats de Londres ou de Madrid et dont le Maroc avait plusieurs fois réclamé l'extradition. Il s'agit de Mohamed Al-Garbouzi qui a choisi de s'exprimer sur la chaîne Al Jazeera pour dire qu'il n'était pour rien dans ces actes terroristes, information qu'il a confirmée à Arnaud Miguet et Virginie Travers. Pour les Britanniques, c'est le suspect numéro 1. Pour la presse en tout cas, qui montre du doigt cet homme, Mohamed Al-Garbouzi, 48 ans, qui s'exprimait hier sur la chaîne qatari Al Jazeera. Je m'appelle Mohamed Al-Garbouzi, je suis détenteur d'un passeport britannique et je confirme que je ne suis ni caché ni en fuite. L'homme d'origine marocaine installé en Grande-Bretagne depuis 1974 et sujet de Sa Majesté depuis 1994 dément toute implication dans les attentats de Londres comme dans ceux de Casablanca. 5 attentats suicides qui avaient fait 45 victimes en 2003. À l'époque, la cour d'appel de Rabat l'avait condamné par contumace à 20 ans de prison. Depuis, le Maroc réclame son extradition. Madrid, mars 2004, 191 morts. Là encore, le nom de Garbouzi apparaît dans l'enquête. Pour la justice espagnole, il aurait reçu un coup de téléphone d'un des kamikazes, Jamel Zougam, et on l'accuse de sa base londonienne d'être l'un des cerveaux de l'opération. Mohamed Al-Garbouzi, alias Abou Issa, que nous avons rencontré aujourd'hui, dément être un activiste islamiste et condamne les 3 attentats auxquels son nom est associé. C'est, dit-il, un bon musulman à la disposition de Scotland Yard, qui à ce jour n'a pas cherché à l'interroger. Depuis jeudi, les alertes à la bombe se multiplient. La nuit dernière, le centre de la ville de Birmingham a été entièrement évacué. 20 000 personnes mises à l'abri d'une éventuelle menace. Des paquets suspects ont été détruits. Ils étaient en fait inoffensifs, mais pour la police, la menace était suffisamment crédible pour que pubs, restaurants et cinémas soient fermés. Une opération de grande envergure avec l'appui d'hélicoptères et d'ambulances. L'opinion publique internationale est frappée par le sang-froid et l'esprit de résistance dont font preuve les Britanniques depuis jeudi, ce qui n'est pas sans rappeler les années du Blitz. Les hasards du calendrier font précisément que se déroulent aujourd'hui les cérémonies fêtant le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des célébrations qui portent une connotation toute particulière. Yann Franti, Dominique Martel. C'est une cérémonie au goût un peu particulier. Ces vétérans de la Seconde Guerre mondiale que l'on célèbre aujourd'hui en sont les héros. Des hommes et des femmes qui ont vécu les heures sombres de l'histoire, le Blitz, les terribles bombardements allemands sur Londres. Des vétérans connus pour leur fighting spirit, leur esprit combatif. Une mentalité que les habitants de la capitale ont perpétuée après les attentats d'il y a 3 jours. Il ne faut jamais abandonner. L'ennemi n'attend que ça. Il ne faut jamais baisser les bras, non. Jamais. Quand j'étais à la guerre, l'ennemi me faisait face. Aujourd'hui, il est caché derrière. Mais il faut le poursuivre, même si on ne sait pas ce qui va se passer. Ce matin, la presse britannique a mis en avant les similitudes entre les 2 événements. Une idée qu'a tenue elle aussi à souligner la reine d'Angleterre au cours de son discours. Cela ne me surprend pas du tout. Qu'en ces jours difficiles pour Londres, la population se soit inspirée de la détermination de nos vétérans, de leur humour et de leur courage sans faille. 60 ans après la fin de la guerre,
La population de Londres, toute génération confondue, a donc tenu aujourd'hui à se montrer solidaire, à afficher une fois encore sa détermination face à l'ennemi, quel qu'il soit. Politique française, les universités d'été du Parti radical offrent l'occasion à Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy de se retrouver à Perpignan. D'un côté, Nicolas Sarkozy, l'homme pressé qui en 2 heures de temps a fait entendre ses vérités. De l'autre, le Premier ministre qui se pose en homme de terrain. Michael Darmon, Olivier Combes. On avait connu le diplomate au verbe flamboyant face aux Américains. Aujourd'hui, voici le chef du gouvernement tout souriant face aux Français. Autre fonction, autre style. Vous êtes invités à boire le meilleur thé juste en face. À Perpignan, des Français issus des communautés gitanes et maghrébines se sont affrontés à mort il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui, opération cohésion sociale et réconciliation. Trinquez avec nous. C'est pas une vision ponctuelle. Rétablir l'ordre, c'est bien sûr une priorité, un premier objectif, mais on veut accompagner et permettre à chacun de trouver sa place. Quelques minutes plus tard, devant le Parti radical et des membres de son gouvernement, Dominique de Villepin poursuit une autre partie. Comment redonner confiance au pays? Nous voulons surtout faire le travail de fond qui est indispensable pour défendre notre pacte social, notre pacte républicain, ici à Perpignan comme partout ailleurs. Et nous voulons le faire sur le front de l'emploi. À la recherche du tonus français, au Parti radical, on est persuadé que cette question sera au cœur de l'élection présidentielle dans 2 ans. Il faut une rupture, mais sans inquiéter. Rupture sans inquiéter. Et question rupture, il y en a un au gouvernement qui a son idée. Devant les radicaux ce matin, Nicolas Sarkozy prend le contre-pied de Dominique de Villepin sur le modèle français. Cette idée que tout ce que fait le monde entier serait forcément décevant, mauvais, mal, injuste, et que tout ce que nous faisons est marqué au sceau du génie le plus absolu, j'appelle à un tout petit examen critique. Villepin-Sarkozy, si le tandem gouvernemental fonctionne toujours, en revanche, les visions politiques des 2 hommes restent bien concurrentes. Le Luxembourg dit oui à la Constitution européenne. Le résultat était incertain. Le Premier ministre avait été jusqu'à mettre sa démission en jeu en cas de défaite. En tout cas, c'est une franche victoire pour Jean-Claude Juncker. Le oui l'emporte avec plus de 56% des voix. Jean-Paul Chapelle, Michael Carrier. Ici, quand la fanfare se produit, il y a toujours un petit air européen. Aujourd'hui, le Luxembourg a voté oui à plus de 56%. Oui pour l'Europe, dit cette luxembourgeoise. Ici, le vote est obligatoire pour les 220 000 électeurs, y compris pour la famille du Grand-Duc. Le Luxembourg est le seul pays à avoir maintenu son référendum malgré les non-français et néerlandais. Et ici aussi, les bulletins non trahissent la crainte d'une Europe jugée trop libérale. Il y a beaucoup de licenciements, il y a beaucoup de fermetures et une certaine délocalisation aussi. Il y a des gens qui font l'Europe et d'autres qui sont effrayés de l'Europe. Mais c'est leur affaire. Voilà. Une leçon donnée aux pays voisins et un ouf de soulagement pour le Premier ministre luxembourgeois. Il avait menacé de démissionner en cas de victoire du non. Est-ce que vous avez reçu les félicitations de Jacques Chirac? Oui. L'Europe se trouve toujours en crise, mais dans une crise qui laisse pointer à l'horizon quelques éléments qui nous invitent à l'optimisme. Le oui luxembourgeois ne suffira pas à ressusciter le traité condamné dans une voie de garage jusqu'en 2007. Mais en mettant un terme à la série noire, ce oui va mettre du baume au cœur des partisans de la Constitution. Il y a 20 ans, jour pour jour, très loin de la France, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, avait lieu le sabotage du Rainbow Warrior, un navire appartenant à Greenpeace. Opération désastreuse dans laquelle un photographe trouvera la mort. Aujourd'hui, quelques 500 militants de l'organisation écologiste internationale se sont retrouvés sur l'esplanade du Trocadéro pour envoyer un message d'espoir et de paix. Au même moment se tenait une cérémonie parallèle en Nouvelle-Zélande. Le Rainbow Warrior, qui en pleine nuit il y a 20 ans coulait dans le port d'Auckland, un scandale qui aura de profondes répercussions. Après des années d'opacité, on sait désormais que l'ordre de cette opération de sabotage pour empêcher les militants de Greenpeace de perturber les essais nucléaires de Mururoa, eh bien cet ordre a bel et bien été donné au plus haut niveau. L'amiral Lacoste l'affirme, l'accord venait de François Mitterrand lui-même. Philippe Visserias, Marie Cazot, Christophe Vignal. Au large des côtes néo-zélandaises repose une épave dont le nom rappelle l'un des fiascos les plus retentissants des services secrets français, le Rainbow Warrior.
Le 10 juillet 1985, en rade d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, 2 bombes éventrent le bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Elles ont été posées quelques heures plus tôt par des nageurs de combat de la DGSE, les services secrets français. Le gouvernement français voulait ainsi empêcher Greenpeace de perturber ses essais nucléaires dans le Pacifique. Ce devait être un simple sabotage, mais un photographe de Greenpeace, Fernando Pereira, meurt dans l'explosion. Pour nous, c'était un acte de terrorisme d'État. Nous avons été extrêmement choqués. Jamais nous n'aurions imaginé que le gouvernement français en viendrait à faire sauter l'un de nos bateaux. À Auckland, l'émotion est immense. Dans les jours qui suivent, 2 agents secrets français sont interpellés. Ils voyagent sous une fausse identité. Ils ont des passeports suisses et prétendent s'appeler Alain et Sophie Thurange. Mais les faux époux Thurange sont démasqués, leurs vrais noms sont rendus publics, commandant Alain Maffard et capitaine Dominique Prieur. Ils seront par la suite condamnés, puis expulsés de Nouvelle-Zélande. Des années plus tard, Dominique Prieur acceptera de parler de cette mission si particulière. Les délais qui nous étaient impartis étaient réduits, donc il a fallu travailler au mieux dans des conditions qui n'étaient pas toujours faciles. Et j'avais le sentiment que peut-être les choses allaient se compliquer. Aucun service. Pendant 2 mois, Charles Hernu, le ministre de la Défense, va nier toute implication de la France dans l'attentat. Mais l'enquête progresse, les journaux font révélation sur révélation. Le 20 septembre, Charles Hernu est contraint à la démission. Le lendemain, Laurent Fabius, alors Premier ministre, intervient en direct au journal de 20h. Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Ils ont agi sur ordre. Mais sur ordre de qui? L'amiral Lacoste dirigeait à l'époque la DGSE. Pour lui, François Mitterrand était au courant de ce projet d'attentat depuis le départ. J'ai tenu personnellement à vérifier auprès de lui que ce n'était pas seulement une initiative de son ministre de la Défense et que Charles Hernu lui en avait bien parlé et il m'a confirmé qu'il était bien au courant, voilà. Pourtant, pas d'enquête parlementaire, le silence retombe après la démission de Charles Hernu. La droite et la gauche n'ont pas voulu d'une commission d'enquête parlementaire parce que ça les obligeait à montrer du doigt les amiraux, les généraux, tout ce qui est le lobby militaire. Aujourd'hui, la fille du photographe mort dans le sabotage du Rainbow Warrior dit n'avoir jamais reçu d'excuses officielles de la part de la France. Il y a quelques jours, voilà ce qu'elle confie à Greenpeace. De nombreux agents secrets français qui avaient participé à cette opération ont échappé à la prison. Ce n'est pas la justice, ça. Voilà ce que nous pensons avec ma famille. Après l'affaire du Rainbow Warrior, Greenpeace vit sa popularité renforcée dans le monde entier. À l'opposé, la France, discréditée, dut réorganiser complètement ses services secrets. À quelques jours du défilé du 14 juillet, première répétition sur les Champs-Élysées, plusieurs corps d'armée ont commencé à descendre la plus belle avenue du monde, notamment les gardes républicains. Particularité cette année, le défilé des armées brésiliennes à l'occasion de l'année du Brésil. Le président Lula sera d'ailleurs l'invité d'honneur des festivités. Parmi les soldats qui défileront sur les Champs-Élysées, certaines troupes plutôt inattendues, comme les chiens du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre. Derrière le meilleur ami de l'homme, il y a de véritables armes de guerre. Répétition au camp de Santori et entraînement près de Reims. François-Julien Pied-Noir, Chloé Lecomte. Levez les têtes exagérément, levez bien le menton vers le ciel. Le FAMAS dégueule un peu sur la gauche là. En plus du menton et du FAMAS, il faut aussi tenir une autre arme, son chien. Car pas question pour ces soldats de défiler sans leur coéquipier à 4 pattes. C'est comme si vous demandiez à un parachutiste de sauter sans son parachute. Près de 150 bergers belges malinois défileront le 14 juillet, et parmi eux Kinja et son maître, le sergent Gazia. Avec moi, il va être génial. C'est pas pour autant qu'il va aller agresser quelqu'un dans la rue comme ça. Non, parce qu'il est sous contrôle. Mais c'est pas le chien de canapé de Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Et effectivement, ce sont des armes de guerre. Vitesse, 40 km/h. Morsure, 800 kg au centimètre carré. Une arme télécommandée par le maître. Ne bougez plus! Magic, carte-pied! Si on tombe sur l'ennemi, on cherche à faire des prisonniers avant de tirer. Exercice en zone de guerre. Il y a peut-être des tireurs embusqués. Le commando fait alors appel à sa tête chercheuse, son chien. L'intérêt d'avoir le chien, c'est de pouvoir localiser l'individu ou les individus, afin de gagner du temps sur la progression du groupe. Et de préserver des vies même.
En quelques secondes, l'individu est interpellé. Rentrez fixe, bougez pas! Aucune balle n'a été tirée. Ne tirez pas! Ne bougez pas! Avancez, pas de geste brusque. La finalité, c'est pas de tuer l'individu, c'est de le localiser et de pouvoir dire au groupe qui suit derrière, voilà, attention, dans cette zone, dans ce compartiment-là, il y a un individu suspect. En temps de guerre, le meilleur ami de l'homme, comme on dit, peut devenir pour l'adversaire son pire ennemi. À l'étranger, sachez qu'un attentat en Turquie dans une station balnéaire très fréquentée à Sesme sur la côte égéenne de la Turquie a fait une vingtaine de blessés, dont 2 grièvement, 2 touristes étrangers. La piste kurde est évoquée. Christian Houtin. Par précaution, l'artificier renverse la poubelle. Une poubelle identique à celle où était placée la bombe. L'attentat s'est produit en début d'après-midi, à une heure de grande affluence, sur la place centrale de la station balnéaire de Sem. La volonté de tuer ne fait aucun doute pour les autorités. C'est une attaque contre notre pays qui vise le tourisme. Le bilan aurait pu être beaucoup plus grave. 20 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Parmi les victimes, 2 touristes étrangers, un russe et un britannique. Avec le début de la saison touristique, les étrangers arrivent en masse. L'engin, de faible puissance, était caché dans une canette de soda. L'attentat n'a pas été revendiqué pour l'instant. En avril dernier, des séparatistes kurdes avaient pris pour cible une autre station balnéaire. Leur objectif, déstabiliser le secteur touristique, première source de revenus pour la Turquie. En Bosnie maintenant, les rescapés du massacre de Srebrenica se sont recueillis sur les lieux mêmes où ont été perpétrées ces atrocités pendant les années 95. 8000 musulmans tués ont été jetés dans des fosses communes. Ils seront réinhumés lors d'une cérémonie qui se déroulera en début de semaine en présence de nombreuses personnalités. Les pleurs et le recueillement au cimetière de Srebrenica, une ville aujourd'hui à moitié vide, entité serbe de la Bosnie, où les 2 communautés cohabitent dans la plus grande méfiance, sans aucun contact. La mémoire des drames du passé est à vif. Karine Komadzi, Didier Dahan. Du haut des collines, c'est une petite ville de Bosnie ordinaire avec son église orthodoxe et sa mosquée. Mais une fois dans les rues, on a du mal à croire qu'à Srebrenica, la guerre est finie depuis 10 ans. Et quand nous demandons aux habitants comment ils vivent ici, ils prennent ça pour une provocation. Regardez autour de vous. Vous voyez bien comment on vit à Srebrenica. Mon père a donné sa vie pour cette ville. Et c'est pour ça que je veux y rester. Car il y a 10 ans, le général serbe Ratko Mladic faisait de Srebrenica une ville martyre. Ce 11 juillet 1995, il parquait les habitants musulmans pour en séparer les hommes, des femmes et des enfants. En 5 jours seulement, ces milices exécutaient 8000 hommes, le plus grand massacre de civils depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, à la tête de la ville, un maire musulman, Abdurrahman Malkic. Son père a été tué par les Serbes. Moi, je veux dire à mes compatriotes, et même à ceux qui m'ont fait du mal, que je suis prêt à bâtir avec eux des relations de confiance. Abdurrahman Malkic a un défi, faire revenir à Srebrenica les musulmans chassés il y a 10 ans. Un pari difficile dans une ville à majorité serbe. La partie engagée par le maire n'est pas gagnée. Il veut réhabiliter ce vieux supermarché fermé depuis la guerre et y faire travailler serbes et musulmans. Difficile dans une ville où chaque communauté a son bar, serbe d'un côté, musulman de l'autre. Et quand on demande son avis à ce vieil habitant serbe, voilà ce qu'il nous dit. C'est la ville de personne. Les musulmans marchent d'un côté de la rue, les serbes de l'autre. C'est pas une ville, c'est rien. À Srebrenica, il faudra pourtant tout réinventer pour que la jeune génération née après la guerre ne la connaisse jamais. Aux États-Unis, la Floride évacue plus d'1 million de personnes en attendant le passage du cyclone Dennis qui prend de la vigueur alors qu'il approche des côtes. Des vents violents pourraient souffler jusqu'à 280 km/h à l'intérieur des terres. On passe à l'actualité sportive. Sur le Tour de France, Lance Armstrong perd le maillot jaune dans les Vosges au terme de la 9e étape. Un maillot jaune qui revient à l'Allemand Jens Voigt. L'étape longue de 171 km entre Gérardmer et Mulhouse a été remportée par un Danois, Michael Rasmussen. Reportage Julien Benedetto, Patrick Desmully.
Madame Moreau a apprécié le coup d'éclat de son coureur de mari. Il a bien mérité son baiser, Christophe Moreau, tout nouveau deuxième du classement général. Sur ses terres, devant ses proches, le coureur de Belfort a réalisé un grand numéro. Aujourd'hui, il n'a commis qu'une seule erreur, laisser partir dès le kilomètre 4 le Danois Michael Rasmussen. Le meilleur grimpeur du Tour passe les 6 cols de l'étape en tête. Derrière, la chasse est menée par Moreau et l'Allemand Jens Voigt, deuxième du général. Sur ses terres d'entraînement, le Français se sent pousser des ailes. J'en ai rêvé de monter les pentes du Ballon d'Alsace, que je monte depuis cadet au milieu d'une foule et d'une marée humaine. Et je m'entendais plus pédaler, j'avais des frissons partout, c'était pire que l'Alpe d'Huez. Loin derrière, Lance Armstrong décide de ne pas défendre son maillot jaune. Voilà qui fait les affaires de Rasmussen, qui gagne en solitaire après 167 km d'échappée. 3 minutes plus tard, Moreau prend une superbe deuxième place. L'Allemand Voigt s'empare du maillot jaune. Toute la semaine, j'ai voulu attaquer. Mon directeur sportif m'a dit non, non, non. Aujourd'hui, il m'a laissé partir. J'ai pu aller au bout. Je suis vraiment très heureux. On attendait Ulrich, mais c'est un autre Allemand qui détrône momentanément Armstrong. Jens Voigt est en jaune, peut-être pas pour très longtemps. Les Alpes, c'est déjà mardi. Et puis du tennis avec une belle performance pour les Françaises dans la Fed Cup grâce à la victoire d'Amélie Mauresmo face à l'Espagnole Nuria Vives en 2-7, 6-3, 6-1. Les Françaises accèdent à la finale de cette compétition. Elles affronteront les Russes en septembre prochain sur la terre battue de Roland-Garros. En Formule 1, une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Londres avant le départ du Grand Prix de Silverstone en Grande-Bretagne. Les pilotes et les patrons d'écurie se sont recueillis avant la course. Un Grand Prix remporté par le Colombien Juan Pablo Montoya sur McLaren Mercedes. Un rêve pour milliardaires, mais pas seulement. Il existe dans toutes les mers et dans tous les océans des îles à vendre et à tous les prix. Il n'est pas nécessaire d'aller au bout du monde pour trouver sur le marché son coin de paradis. Reportage en Bretagne, Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Melin. Dites, madame. Oui. Elle vous plaît? Ah oui, elle est mignonne. Si je pouvais en hériter, ça m'arrangerait. Parce que je sais nager, j'aurais même pas besoin du bateau. Je traverserais à la nage. Vous savez qu'il y a plein d'îles à vendre dans le coin. Ah bon, oui, mais j'ai pas les moyens. Vous croyez? Ah bah, sûr, hein. Des gens qui ont les moyens, Serge en connaît, ce sont ses clients aisés. Celle-ci, on vient de la vendre. On l'a vendue le mois dernier. Elle fait 3,5 hectares. Elle fait 3,5 hectares, puis la maison a tout le confort. Enfin, c'est surtout l'électricité vient du continent. Il y a 3,5 hectares, 1 million d'euros, 1,5 million. Oui, c'est moins cher que sur le continent. Si on fait un parallèle? Sur le continent? Oui. Ah, ça vaut 1,5 fois plus cher. Vu sous cet angle, on aurait tort de s'en priver. Il y a combien d'îles en Bretagne? Oh, il y en a plus de 800. Ah, quand même? Ah, il y en a plus de 800. Quand on prend tous les petits îlots, bah, vous avez des endroits... Oui, mais il y a des trucs tout petits. Ah bah oui, tout petits, oui. Ah là, c'est une île. Vous êtes intéressé? En voilà une que l'on peut acheter. C'est la typique des îles fortifiées qu'on trouve sur la côte sud de Bretagne. Les fortifications Vauban, 17-18e. Et bon, faut aimer le côté minéral pour cela. Le côté minéral de l'île de Keragen, c'est justement ce qui a plu aux actuels propriétaires. Bon, mon mari rêvait d'acheter un bateau. Moi, j'aime la mer, mais à condition que ça dure pas trop longtemps. En fait, cette bâtisse, c'est un merveilleux vaisseau de pierre qui gîte pas. Donc il peut y avoir des tempêtes, c'est fabuleux parce qu'on est tout à fait en sécurité. La mer qui peut me paraître cruelle quand je suis à bord d'un bateau, là me paraît très belle parce que je suis en sécurité. Des îles de Robinson Crusoe, Serge en vend une demi-douzaine chaque année. On vient d'en vendre 2, il nous en reste 4, ici sur la Bretagne. Et ailleurs dans le monde? Ah, nous ne faisons que les îles françaises. Pour acheter à l'étranger, il existe des agences spécialisées, mais il y en a peu, le marché est limité. On n'est pas très nombreux, on est 4 dans le monde et nous on reste en France. Donc il y a une autre structure en Allemagne, il y en a une autre aux États-Unis et une autre au Canada. Et les 3 autres font les îles cocotiers, vous savez, les îles avec le palmier et les choses comme ça. C'est 10 fois plus facile à vendre. Et c'est plus cher? Et c'est plus cher et ils gagnent 10 fois plus, quoi. Tout cela est bel et bien beau, mais ça vaut des millions d'euros, alors descendons du bateau et revenons sur Terre, car comme vous, je n'ai que les moyens de la photo. On va l'amener avec nous. On l'agrandira, puis on la mettra au salon. La photo? Oui, mais je peux vous mettre avec si vous voulez. Ah bah si vous voulez, allez-y. Reste dessus, Claude. Bah oui, Claude.
Histoire de tout recadrer, je tiens à signaler qu'habiter au milieu de l'eau, c'est pas forcément tous les jours très rigolo. À Lyon, le quai des Guinguettes le long du Rhône pour une semaine, une ambiance de plage, les pieds dans le sable et sous les parasols, des plages éphémères qui plantent leur décor pour le plus grand bonheur des citadins. Dominique Chimbakala et Caroline Librecht. Comme un air de vacances sur les berges du Rhône. Les palmiers sont synthétiques, le sable est importé, mais il suffit d'un rayon de soleil pour que la magie opère. À partir du moment où je suis là pour travailler et que je n'ai pas de vacances, j'aime autant que ça se passe ici. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour se sentir bien en Guinguettes. Le ciel bleu, il y a du sable, il y a de l'air. C'est parfait. Les vacances anticipées ? Exactement. Exactement. Pour la 3e édition du Quai des Guinguettes, les organisateurs n'ont pas modifié la recette, musique et danse pour tous. Mais cette année, la tendance est à la solidarité. Une centaine d'associations tiennent des stands. Se divertir, oui, mais sans oublier les malheurs du monde. Et apparemment, le concept a du succès. C'est vrai que le soleil, ça peut aider aussi, en même temps. Hein. Ça tape, on devient plus humain. Si ça a été organisé pendant l'hiver, je ne sais pas. Hein. Avec du vin chaud et tout ça, mettez des lagnoles. Ça va solidariser encore plus. Java, valse, musette, il flotte un parfum d'années 30 sur les berges du Rhône, même si celles qui ont connu les Guinguettes d'antan font un peu la fine bouche. C'est tout à fait autre chose, mais c'est très sympathique, les jeunes s'amusent, c'est l'essentiel. Et je pense que le soir, c'est encore mieux parce qu'il y a des pistes de danse. Alors pour les jeunes, c'était pas tant le soir. On rentre se coucher. Se coucher, erreur, car c'est sous les coups de 22 h que la fête bat son plein. Lors de la précédente édition, 1 million de Lyonnais se sont rendus au Quai des Guinguettes. Cette année, la municipalité espère recevoir au moins autant de visiteurs. Cinéma avec la sortie mercredi prochain d'un film original et attachant, Emmène-moi, avec Gérard Darmon dans le rôle d'un fan de Charles Aznavour qui fait le voyage à Paris pour tenter de rencontrer son idole, Pascal Deschamps et Daniel Lévy. Il marche ou pas ton bazar là? Et pas 2 secondes. De toute façon, elle est pas bien cette veste alors. Mieux comme veste, non? Bonjour monsieur Charles Aznavour. On est fan ou on ne l'est pas. Jean-Claude, lui, décide de faire Roubaix-Paris à pied, filmé par son neveu, pour rencontrer le grand Charles et lui dire son admiration. Jean-Claude, un ex-légionnaire au chômage dont la solitude a été comblée par les mots de son idole. C'est à force de penser comme lui, de m'en imprégner. Ben, je me suis mis à parler comme lui. Tiens, ça c'est une aubaine, ça c'est merveilleux, ça c'est un coup de veine, du tonnerre de Dieu. Dans le tumulte infernal. En chemin, il va rencontrer d'autres solitaires et les entraîner dans son aventure. Il y a des contextes pour le dire. Mais c'est quoi les contextes? Boris, tu vas m'écouter, hein. Juste avant que je m'énerve, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un contexte? Hein? Ben, je vais te le dire, ce que c'est qu'un contexte. Un contexte, c'est quoi? Eh ben, l'amour va surgir de tout cela. Ça va les sublimer parce que ce personnage Jean-Claude qu'on peut prendre pour une espèce de mythomane absolu, tout à coup, va donner du bonheur. Je ne veux pas révéler la fin du film. Et moi non plus, pour ne pas gâcher votre plaisir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Charles Aznavour a vu le film et l'a pris comme un joli hommage. Un hommage à mes chansons, surtout, quoi. Parce qu'en fait, ça a à voir surtout avec les chansons. Moi, je suis le résultat de mes chansons. Je ne suis pas le contraire. Je suis vraiment le résultat de mes chansons. Si j'avais pas écrit des chansons, si j'avais pas été si loin dans beaucoup de chansons, je crois que j'aurais fait une carrière très courte. Il s'appelle comment déjà, Charles? Comme beaucoup, le réalisateur Edmond Ben-Simon, mais aussi Gérard Darmon, ont grandi avec Aznavour. Jouer un fan n'a pas été anodin. Je suis heureux d'avoir pu déclarer à Aznavour à quel point je l'admire et je l'aime de la façon la plus élégante, à mon avis, et assez pudique en définitive. C'est la fin de... C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, les pompiers, ces hommes, ces héros, présenté par Michel Drucker. 1h05, le journal de la nuit, Laurence Piquet. Demain, à 7h40, dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Michel Barnier. 13h, vous retrouvez Benoît Duquesne. À 20h, David Pujadas. Excellente fin de soirée sur France 2.